Vous avez des doutes concernant le développement de votre enfant de moins de 7 ans? Il ne babille pas à 18 mois. Il ne suit pas du regard. Il ne répond pas à son prénom. Il ne pointe pas du doigt. Ces signes vous questionnent. Levez vos doutes en consultant votre médecin généraliste, pédiatre, PMI, médecin scolaire pour qu'il réalise un repérage et analyse le développement de votre enfant. S'il constate un développement inhabituel, votre médecin pourra vous orienter vers un parcours d'intervention précoce pris en charge à 100%. Et ensuite, ce parcours est assuré par les professionnels de la plateforme de coordination. S'il est enclenché, ces professionnels vous proposeront un premier rendez-vous dans un délai de 3 mois maximum pour permettre à votre enfant de bénéficier d'une prise en charge sur mesure, d'une intervention précoce par des professionnels qualifiés, d'un parcours d'accompagnement simplifié pour réaliser un diagnostic, d'interventions coordonnées avec différents professionnels tels que des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes, des psychologues. Gain de temps, facilité de suivi et garantie de prise en charge financière, ces plateformes sont des interfaces dédiées pour accompagner les familles dans le diagnostic des troubles du neurodéveloppement chez les enfants de moins de 7 ans. Présentes en Pays de la Loire depuis 2021, ces plateformes existent pour agir au plus tôt. Alors n'hésitez plus, consultez votre médecin dès les premiers signes d'alerte. Retrouvez les adresses des plateformes de coordination et d'orientation sur le site du CRA. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être connectés pour nos webinaires réguliers organisés en partenariat avec l'URML et le Centre Ressources Autisme. Je suis Olivier Bonneau, je suis le médecin coordonnateur du Centre Ressources Autisme. Donc, notre session dure une petite heure. Vous pouvez intervenir et pas poser des questions directement oralement, mais vous pouvez utiliser le petit icône discuter, donc le petit chat. Et puis, au cours du séminaire, du webinaire, à un moment donné, nous vous présenterons quelques petites questions. Ce n'est pas des QCM pour vous embêter, hein, c'est des questions plutôt de satisfaction qui apparaîtront sur votre écran sous la forme d'une peut-être fenêtre surgissante, comme on dit, un pop-up, de façon à pouvoir répondre. Voilà, ça nous permet d'améliorer et de vous proposer toujours un meilleur service. Alors, je vais d'abord, aujourd'hui, on a une session, voilà, en voilà une tout de suite, ce qui nous permet de savoir à peu près qui vous êtes. Donc, on va avoir la réponse, j'imagine, qui va apparaître. Ça nous permet de nous caler un petit peu. Pendant que la réponse apparaît, et pour ne pas perdre trop de temps, je vais d'abord vous présenter un petit peu le dispositif des plateformes de coordination et d'orientation. Puis ensuite, nous passerons directement la parole au docteur Pinault, qui complétera un peu mon propos. Ah non, peut-être pas. Et après, nous parlerons ensuite. Nous passerons la parole au docteur Nerodo, qui représente la plateforme nazérienne. Et puis, je vous présenterai un petit topo, une petite présentation sur la question d'aujourd'hui, qui est l'agitation, comment prendre en compte et prendre en charge les enfants et les adolescents qui présentent des agitations en cas de troubles du neurodéveloppement. Alors, les plateformes de coordination sont un dispositif un peu nouveau, en tout cas depuis 2020-2021, effectivement présent en Pays de la Loire. Alors, pourquoi, ça c'est la seule diapo un peu compliquée, pourquoi se dire qu'il faut faire ces plateformes de coordination? C'est pour pouvoir intervenir tôt. Et pourquoi on intervient tôt? Ce n'est pas simplement parce que c'est toujours bien d'intervenir tôt, mais c'est parce que véritablement intervenir tôt, et notamment dans la première année, voire les 6 premiers mois, voire les 3 premières années, enfin, ça dépend, permet vraiment de changer considérablement la trajectoire développementale d'enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement. Alors, ce n'est pas pour tous les patients, et c'est évidemment un des problèmes, mais c'est pour un certain nombre d'entre eux, on considère que c'est entre 20 et 30% d'entre eux, qu'on appelle ces bloomers, là, qui peuvent s'améliorer beaucoup plus vite et pour lesquels ces interventions précoces peuvent permettre de changer vraiment la trajectoire et, au fond, la trajectoire de vie, hein, vraiment. Donc, c'est pour ça qu'on le fait.
c'est parce que c'est une sorte d'urgence de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ou une urgence développementale, et c'est tout l'intérêt de pouvoir intervenir tôt. Alors, l'idée, c'est effectivement de repérer et d'accompagner au plus tôt. On vous l'a bien dit sur la petite vidéo, hein, les parents sont inquiets, on doit prendre en compte cette inquiétude des parents. Ils se rendent vers leur médecin traitant, en règle générale, qui ensuite les adresse au niveau des plateformes, qui ensuite mettront en place, coordonnent, organisent au mieux, en fonction aussi des ressources qui sont présentes sur les territoires, et vous savez qu'elles ne sont pas toujours ultra nombreuses, organisent au mieux les éléments du bilan complet, de façon à pouvoir, à terme, après une année de suivi, parfois 18 mois, d'avoir un diagnostic complet. Mais sans attendre le diagnostic, grâce au fait que les gens ont été repérés avec cette grille de repérage, qui est un outil de repérage qui se trouve sur le plateforme, sur les sites gouvernementaux et que vous pouvez retrouver sur le site des plateformes quand elles en ont et le site du Centre Ressources Autisme. Donc, vous, quand vous êtes médecin, vous pouvez remplir ce guide de repérage. Plus il sera rempli avec attention et plus les plateformes pourront faire leur travail rapidement et bien, de bonne qualité. Voilà, on le revoit. Et ça ouvre ce qu'on appelle un nouveau droit de la sécurité sociale qui va permettre, avec ce qu'on appelle le forfait précoce, de pouvoir faire un certain nombre de bilans, à la fois dans le secteur public, les CMP, les CMPP que vous connaissez, les CAMS, mais également avec un certain nombre de professionnels libéraux, sans bourse dédiée pour les individus eux-mêmes, en tout cas leur famille, ce qui est quand même un énorme avantage. Et l'ensemble de ces bilans réalisés, soit en public, soit en libéral, permettra à la plateforme de synthétiser tous ces éléments et d'avoir de pouvoir faire un diagnostic. Alors, pour qui? C'est pour les patients qui présentent un trouble du neurodéveloppement. Un trouble du neurodéveloppement, c'est une catégorie qui est apparue dans les classifications internationales en 2013, dans le DSM en 2013, dans la CIM en 2019-2020, et maintenant, normalement, on doit utiliser la CIM 11. C'est les troubles du spectre de l'autisme, à peu près 1% de la population, les troubles du développement intellectuel, à peu près 2% de la population, les troubles du langage écrit, dyslexie, dysorthographie et autres, qui représentent parfois 4-5% de la population, les troubles du langage oral, les troubles du raisonnement logico-mathématique, le trouble de l'acquisition des coordinations, ce qu'on appelait dans le temps les dyspraxies, là aussi, presque 5% de la population. Et c'est pareil pour les troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qu'on appelait dans le temps hyperactivité, qu'aujourd'hui on appelle TDAH, qui touche 3 à 5% des enfants de 6 à 12 ans. Et les troubles et les tics moteurs, les tics et troubles moteurs sont également dans ces troubles du neurodéveloppement. L'ensemble des troubles du neurodéveloppement représente presque 10%, dit-on, un enfant sur 10. Donc, c'est vraiment assez fréquent, ce qui explique aussi qu'un grand nombre d'enfants arrivent vers ces plateformes de coordination et d'orientation et que parfois, vous avez des difficultés à trouver des structures. En tout cas, une réponse totalement adaptée. Elles sont maintenant pas mal réparties sur le territoire, il y en a à peu près partout. On continue à en ouvrir. Vous savez qu'il y a un projet d'extension pour que de 0,6, elle passe à 7,12 également, donc 0,12. Parfois, c'est la même plateforme, parfois, ce sera d'autres. En tout cas, ça se développe pas mal. Donc, ça fait partie des perspectives, l'extension à 7,12. Évidemment, poursuivre le travail d'intégration avec les niveaux 2. Tous les niveaux 2 d'un territoire appartiennent à la plateforme de fait. La plateforme ne fait que coordonner ce qui existe au niveau des territoires. Le travail, parmi les perspectives, il y a le travail d'information et ce webinaire en fait partie. Voilà. Alors, je vais passer la parole à mon camarade, le docteur Pinault, qui va compléter un peu mon propos avant de passer la parole à Madame Nérodo. C'est ça, hein, l'ordre. Excuse-moi, je me suis trompé. La parole parce que je vais la passer à Madame Nérodo directement, puisque de la généralité des PCO, nous avons un cas concret, précis aujourd'hui que nous présentons. C'est effectivement la plateforme nazérienne, quoi de mieux que Saint-Nazaire et la mer à côté. Comment se portent les troubles du neurodéveloppement dans cet endroit? Eh bien, on vous écoute, Madame Nérodo.
Très bien. Alors, vous voyez mon écran là. Allez, pas encore, oui, ça vient, c'est bien. Oh, Voilà. dès que ça veut bien. Voilà. Donc, la plateforme de Ouest, on l'appelle secteur Ouest, effectivement. Donc, elle est coportée sur Saint-Nazaire par la page 44 et par le centre hospitalier. Donc, ça a été un choix de départ qui n'était pas anodin et qui permet, je pense, que la plateforme fonctionne plutôt pas mal aujourd'hui, puisqu'on travaillait déjà ensemble sur Saint-Nazaire entre la pédopsychiatrie et la page, puisque sur Saint-Nazaire même, la pédopsychiatrie s'occupe des tout petits puis des adolescents et c'est la page qui s'occupe des enfants de 3 à 12 ans. Voilà, donc on se connaissait déjà bien, on travaillait déjà bien ensemble, ce qui nous a permis vraiment de monter ce projet. Donc voilà, juste pour rappel, donc on partage le 44 avec la plateforme Oscar qui est en violet. Donc nous sommes en bleu. Alors, donc on a ouvert la plateforme le 1er juillet 2020. Donc elle se trouve dans les locaux du centre de Claire-Brun, porté par la page donc. Nous, on a choisi de faire le choix que les consultations médicales reposent sur 4 médecins. Au départ, donc 4 fois 0,10, avec un neuropédiatre du CH, un pédopsie du CH, un neuropédiatre du CAMS et un pédopsie du CAMS. Donc ça, c'est la structure de base qui actuellement est un peu modifiée puisque le docteur Gasser occupe un 0,20 faute de participants sur le CH, mais c'est temporaire et d'ici 1 an, ça devrait être réglé. On a une psychologue coordinatrice qui est là à 0,70, une secrétaire médicale à 0,8, une assistante sociale à 0,2 et une chef de service sur un temps à 0,05. Voilà. Donc voilà, c'est une toute petite équipe en fait. Voilà. Donc, les critères d'inclusion, je ne vais pas revenir dessus, les TND non plus. Je vais plutôt avancer puisque tout ça, M. Bonneau vous en a parlé. Voilà. Donc, comment est-ce que nous, on a choisi de fonctionner? Donc, effectivement, on demande aux médecins de première ligne d'envoyer un dossier le plus complet possible. Et c'est vrai, notre secrétaire n'hésite pas, je veux dire, à ressolliciter les médecins s'ils n'ont pas rempli le formulaire et si le dossier n'est pas complet. Et on ne passe le dossier en commission médicale. Alors, une fois, on le passe en coordination médicale, une fois qu'il a été regardé d'abord par la psychologue coordinatrice et qu'il est bien compris. Voilà, donc 3 semaines après avoir reçu le dossier, il passe en coordination médicale et on a comme ça des coordinations toutes les 3 semaines. Dans ces coordinations, à chaque fois sont présentes la psychologue coordinatrice, un pédopsychiatre et un neuropédiatre. À l'issue de cette coordination, soit on accepte l'entrée de l'enfant dans la plateforme et il y aura alors une consultation par l'un des médecins de la plateforme dans les 2 mois. Donc, on choisit si ça doit être plus un médecin pédopsie ou un médecin neuropède. Ou si l'enfant ne relève pas de la plateforme, on peut aussi sortir les enfants et les adresser vers d'autres structures dans ces moments-là. Une fois que la consultation médicale a été réalisée, il nous arrive là encore à ce stade de sortir des enfants. On se rend compte que finalement, malgré ce qui était marqué dans le dossier, on n'était pas du tout dans un trouble du neurodéveloppement. Donc, il nous arrive de sortir les enfants et de les réadresser soit sur le CAMS, soit sur les CNP périphériques. Mais dans la majorité des situations, on va alors proposer un parcours et un début de soins pour les enfants
Alors, souvent, ces parcours sur Saint-Nazaire, hein, c'est comme ça qu'on les organise. On propose en général, s'il y a besoin d'orthophonie, de psychomote ou d'ergothérapie, ça va plutôt se faire en libéral. Et très souvent, on part directement sur un parcours mixte parce qu'au sein du CAMS, on a une unité diagnostic autisme. Et donc, souvent, on va partir sur un parcours mixte parce qu'en plus des soins en libéral, on propose un groupe thérapeutique aux enfants ou un groupe d'observation pour essayer de mieux comprendre l'enfant et, si besoin, l'amener vers un parcours diagnostic autisme. Alors, bien sûr, ça ne concerne pas tous les enfants, mais on se rend compte que sur la plateforme, la majorité des enfants qui nous sont adressés sont quand même des enfants avec des TSA. Dans les parcours mixtes, on peut aussi solliciter assez facilement, j'ai envie de dire, les collègues de la pédopsychiatrie pour qu'il y ait une entrée en hôpital de jour ou, voilà, ou un autre type d'accompagnement. Et puis, si on a besoin, bien sûr, on fait appel au CRA, on peut faire appel à d'autres compétences. Au bout de 6 mois, on va faire une synthèse à laquelle on invite les partenaires. Donc, ça fonctionne plutôt bien, même si on se rend compte que de plus en plus pour les professionnels libéraux, c'est compliqué de se dégager du temps. Enfin, c'est pas que du temps d'ailleurs, c'est que ces synthèses ne leur sont pas rémunérées, hein, ça n'y peut rien. Mais donc, c'est compliqué pour eux. Mais quand même, enfin, la plupart du temps, les professionnels réussissent à être présents au moins en visio. Et donc, à 6 mois, souvent se pose la question, si ça ne s'est pas posé avant, du dossier MDPH, de la rencontre avec l'assistante sociale de la plateforme. À 6 mois, on commence déjà à penser à la fin de la plateforme pour savoir vers où on pourra orienter les enfants. Et on demande aux parents d'inscrire les enfants, s'ils le souhaitent, dans une structure proche de leur domicile pour éviter les ruptures de soins qui auront lieu au bout des 2 ans hein, de plateforme. Voilà, donc on ajuste le parcours. On peut faire des sorties à 6 mois, mais c'est extrêmement rare. On peut, quand on voit que ça ne correspond pas à la plateforme, les réorienter sur le CAMS parce qu'on se rend compte des fois que dans certaines situations, les parents sont trop perdus avec la plateforme et ont besoin d'un accompagnement plus important. Et donc, dans ces conditions, on va les rebasculer sur le CAMS. Ou alors, on peut prolonger le parcours. On refait un point à 1 an. Et à 1 an, idem, soit on prolonge jusqu'à 2 ans, soit on arrête le parcours. Voilà, grosso modo, comment ça se passe. On a la chance, hein, je pense vraiment sur Saint-Nazaire, que la plateforme soit à la fois dans les locaux du CAMS, proche de l'hôpital, et qu'on soit des médecins des 2 structures, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup d'allers-retours ou de compléments avec le CAMS, avec les hôpitaux de jour, avec des consultations hospitalières si besoin. Voilà, c'est un parcours qui fonctionne plutôt bien. Voilà, donc ça, j'en ai parlé. Ça, peu importe. La file active, nous, on était basé au début sur 225 enfants par an. On a un peu sous-estimé hein, le nombre d'enfants arrivant sur Saint-Nazaire, puisque en juillet là, de cette année, on était déjà à une file active de 213. Donc, on sait que cette année, on sera au-dessus voilà, au-dessus du nombre auquel on avait pensé au départ. Voilà, on a eu un petit, enfin comme d'autres plateformes de financement supplémentaire, donc on va recruter un peu plus de psychologues coordinatrices, puis un peu plus de temps de secrétariat surtout, parce que ce sont 2 temps qui font défaut actuellement. Et ça permettra aussi à la coordinatrice d'accompagner, faire plus de guidance parentale, hein, qu'on fait
Elle le fait actuellement, mais elle le fait avec son 0,7, donc ça fait peu de temps finalement. Ce qui marche bien dans notre parcours, nous, on est très, très contents d'avoir insisté pour qu'il y ait absolument une consultation médicale parce qu'on se rend compte que quand même sur dossier, parfois, ce qu'on pressent du dossier ne correspond pas à la réalité et vraiment de voir les enfants et les parents, ça nous permet de réajuster le parcours. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et quand on va ouvrir la 7-12, on continuera sur ce mode-là, je pense. Ce qui ne fonctionne pas très bien, c'est qu'on manque de professionnels en libéral. Et qu'au début, ils répondaient assez rapidement, alors qu'aujourd'hui, parfois, on arrive à la synthèse des 6 mois et il ne s'est encore rien passé pour l'enfant. Du fait du délai d'attente en libéral. Ce qui ne marche pas très bien, mais ça c'est général à toutes les plateformes, c'est que c'est de mon point de vue assez rude de ne voir qu'une seule fois les parents et l'enfant, d'annoncer un diagnostic et de ne pas les revoir après. Ça, je trouve ça un peu difficile. Donc là, pareil, moi je m'octroie la possibilité de les revoir sur le CAMS si besoin. Voilà où on en est. Donc, on est plutôt satisfait. Les parents nous font des retours, ils sont plutôt contents en général. Voilà, donc pour l'instant, on va continuer comme ça. Voilà, pour moi, c'est ce que j'avais envie de vous dire en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Il y a une question qui est posée, qui est, avant de faire entrer l'enfant dans un parcours et lors de la demande, je ne peux plus lire. Avant de peux plus lire. Vous l'avez, Madame? Oui. Constatez-vous la nécessité, je n'ai pas la suite. L'examen génétique, quoi. Oui, il parle de l'examen génétique. Comment vous faites? Avant de le faire entrer l'enfant? Non, on peut en parler en cours de parcours si on pense que c'est besoin. Et là, pareil, il réorienter sur un généticien ou un neuropédiatre, mais non, ce n'est pas un critère d'entrée. Non. Donc, ce qui veut dire en clair qu'effectivement, tous les enfants que vous faites entrer dans le parcours, que vous acceptez pour un examen médical d'un ou plusieurs médecins de la plateforme. Oui. Un médecin de la plateforme. Oui. Non, parce que ce n'est pas obligatoire dans le fonctionnement de toutes les plateformes. D'accord. Donc, effectivement, là, c'est clair pour vous. J'ai vu que vous avez refusé, enfin, vous n'avez pas accepté, on va dire, parce que je n'aime pas le mot refus, dans le sens où ce n'est pas toujours facile, mais vous n'avez pas accepté de faire entrer dans le parcours quelque chose comme à peine 30 enfants sur 160. Enfants c'était quoi un peu les motifs de refus les plus importants, enfin ceux qui vous paraissent à connaître des médecins pour dire celui-là, sinon il faut que j'envoie à quelqu'un d'autre. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors, le plus important dans tout ça, ça a été quand on les a refusés, quand on a perçu que l'environnement, on va dire psychosocial de l'enfant, enfin voilà, soit on était dans un contexte de négligence, de carence, soit il y avait des failles très importantes. Et voilà, dans ces conditions, quand on perçoit que vraiment il y a besoin d'un autre accompagnement et que ce n'est pas que l'accompagnement de l'enfant qui va faire bouger les choses, il faut absolument un accompagnement global de la famille. Même s'il y a un TND ou un TND avec une part carentielle, peu importe, on les rebascule sur le CAMS pour voilà, proposer autre chose. Okay. Donc, on les refuse de la plateforme, mais on les bascule ailleurs. Sinon, les autres motifs de refus, ça a été des consultations multiples. On s'est rendu compte qu'ils étaient déjà suivis ailleurs, par exemple. On a eu ça. Et puis sinon, voilà, on s'est rendu compte que ce n'étaient pas des TND, peut-être plus des simples retards. Voilà. Alors, il y a une autre question que j'ai vu passer qui est par rapport à la question diagnostique. Parce qu'effectivement, en plus, on est vraiment dans la linguistique. Vous, comment vous placez la question diagnostic
Parce que, effectivement, vous avez dit à un moment, c'est difficile de dire aux gens un diagnostic, etc., ils partent après. Qu'est-ce que c'est que pour vous qu'un diagnostic, où ça se situe et parce que on a des fois des refus, par exemple, de structures comme la MDPH ou MDA, qu'il n'y a pas de diagnostic, ce qui est faux à mon avis, mais bon, quelle est votre notion de diagnostic vis-à-vis des parents? Alors, c'est variable en fonction des consultations. Moi, je peux parler d'un trouble du spectre de l'autisme dès la première consultation. Mais je vais le faire, d'une part, si cliniquement c'est typique et il n'y a pas de doute, et d'autre part, si je sens que les parents quand même sont bien prêts à entendre ça et en sont bien. Oui. Sinon, on se servira plus des bilans qui vont être réalisés pendant les 6 mois, du bilan diagnostique qu'on va réaliser sur l'unité diagnostique ou d'un groupe d'observation pour étayer les choses et reparler de diagnostic avec les parents par la suite. Et c'est là où moi, je vais m'octroyer le droit de les revoir pour ne pas parler de ça en synthèse. Voilà. Sachant que vous me parlez de la partie surtout pédopsychiatrique, et je pense, Oui. j'entends bien qu'il y a Marc Gibault qui est neuropédiatre et Madame Gasser qui, s'il y a une situation plus neuropédiatrique, peuvent être amenés à faire le même rôle que le vôtre. Bien sûr, tout à fait. Ouais. Et puis, voilà, on n'hésite pas entre nous. Moi, si j'ai besoin d'un avis neuropède, je sais que l'un des deux va voir l'enfant. Enfin, voilà, on arrive à bien se coordonner, quoi. Ben, merci beaucoup. Si on va avoir des autres questions, je vais donc prendre la parole en essayant d'être le plus concis, parce que c'est le troisième, et donc je vais un peu répéter ce que j'ai dit précédemment, mais tout le monde n'était pas nécessairement au premier chose. Donc, la question des outils de démarche diagnostique, il repose, en ce qui nous concerne, sur 3 outils essentiels. Enfin, 2 d'abord, le carnet de santé et le dossier national d'adressage que vous avez déjà vu tout à l'heure sur 2 diapos. Le carnet de santé, donc avec l'examen que tout le monde connaît, 2, 4 mois, 9 mois, qui sont un peu plus étoffés, qu'il est utile et même important de remplir, même si c'est que partiellement, mais petit à petit, avec l'habitude, on finit par réussir à peu près tout remplir à chaque fois. Et puis, le troisième élément qui est pour ceux qui font partie du réseau Grandir Ensemble, mais c'est de savoir qu'effectivement, la partie neurodéveloppementale est importante et que les différents référentiels sont effectivement à prendre en considération. Pardon. Maintenant, dans le carnet de santé, en ce qui concerne le comportement, en soi, il y a peu d'éléments. Il est question de développement jusqu'à 24 mois, puis de comportement, surtout à partir de 3 ans. Et en fait, c'est surtout une expression où vous indique, par exemple, à 24 mois, est-ce que votre enfant pleure beaucoup? S'il a des problèmes de sommeil, d'alimentation, rythme de vie ou de développement, parlez-en à votre médecin. C'est ce qui est écrit, mais il n'y a pas vraiment d'éléments très, très, très pointés. À chaque fois, c'est répété quand même à chaque année. Je rappelle simplement ce qu'on avait dit précédemment aussi, que dans les outils de communication, il y a une partie importante qui est entre 18 mois et 3 ans, l'aspect relation, qui va être un outil qui est le chat, pour dépister les troubles du spectre autistique, que de plus en plus de médecins utilisent, je pense à bon escient. Dans le livret de repérage, eh bien, on parle surtout de la partie socialisation à partir de 18 mois. Vous pouvez aller voir, je ne vais pas vous détailler tout, ça ne sert à rien. C'est ce chapitre, le reste étant beaucoup plus général. Tout ça pour vous dire qu'en matière de pratique médicale, on est bien d'accord que dire qu'il y a une difficulté psychologique, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas et ce n'est pas un diagnostic d'élimination. Un diagnostic psychologique, ça se repose sur des arguments positifs, sur des arguments d'observation. Un trouble du comportement, ça nécessite une première interrogation sur la situation somatique, surtout si c'est un nouveau trouble qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? La première question, c'est qu'en tant que médecin, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose qui gêne, douloureux ou autre chose. Une situation sociale ou familiale difficile, c'est effectivement souvent des situations qui peuvent favoriser l'émergence de difficultés psychologiques, mais ça n'est pas synonyme de trouble psychologique a priori. On peut avoir authentiquement une famille difficile et se retrouver avec un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement
indépendants, voire génétiques. Il y a toujours à prendre en considération les données psychologiques. Par contre, ça, c'est le b.a.-ba de nos consultations, c'est-à-dire, quelle que soit la consultation, le facteur humain, la relation humaine et les données psychologiques, en particulier dans le suivi des enfants, est un élément important. Dans tous les cas, c'est écouter et chercher à comprendre sans a priori, et ce n'est pas toujours facile de comprendre. Donc, pour finir, je rappelle qu'effectivement, là, c'est un domaine où, en particulier, la notion de regard croisé, de pouvoir avoir deux avis, peut être très utile, et c'est la complémentarité qui existe entre médecins généralistes et pédiatres de tout cela. En pratique libérale, vous savez que quand justement il y a un adressage, vous pouvez prendre une cotation particulière, il faut faire une consultation dédiée quand vous voulez adresser un enfant. Vous le repérez lors d'une consultation, vous créez une consultation, vous proposez une consultation pour remplir le dossier, pour faire les choses comme il faut. Et ensuite, voilà, pouvoir travailler en bonne collaboration avec les plateformes de coordination et d'orientation. Voilà les différents, vous connaissez ça, le carnet de santé, le reste. Je passe maintenant la parole au professeur Bonneau. J'ai perdu deux choses, on va retrouver, voilà. Qui est donc professeur des universités et praticien hospitalier au CHU de Nantes, qui est responsable de l'unité universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, que l'on appelle U2PZA, et qui est donc aussi, bien sûr, le médecin coordinateur du CRA, Centre de recherche autour des Pays de la Loire, depuis 2019. Olivier, tu es donc le mieux placé pour nous parler du sujet d'aujourd'hui, et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Pascal. Donc, on va parler sur la petite demi-heure qui nous reste de la gestion de l'agitation chez les enfants et les adolescents avec troubles du neurodéveloppement. Bon, c'est un sujet important. On va le traiter évidemment assez rapidement. Là, aujourd'hui, vous avez diverses ressources qui sont à votre disposition et je vous en indiquerai quelques-unes qui permettront d'aller un peu plus loin sur cette question qui se pose un peu tous les jours et à laquelle on n'a pas toujours beaucoup de réponses. Alors, c'est clairement quelque chose qui nécessite, on ne peut pas répondre à cette question de manière univoque et il faut faire un peu de sémiologie psychiatrique. Donc, il faut réfléchir un tout petit peu. Pourquoi ? Parce qu'au fond, un trouble du comportement, d'une manière générale, il est lié à des milliers de choses et en particulier à des dépressions, à des troubles psychiatriques qui existent, que sont les troubles bipolaires ou les troubles schizophréniques, à des abus de substances ou de sevrage, on parle d'enfants adolescents, donc ça peut tout à fait exister, à d'autres pathologies psychiatriques de type traumatisme, troubles du stress post-traumatique et même des troubles anxieux. Et évidemment, à ce qui nous intéresse, des troubles du neurodéveloppement, en particulier, bien sûr, les troubles du spectre de l'autisme ou les troubles du développement intellectuel. Et parfois, on n'y comprend rien, on ne sait pas exactement pourquoi. Et là, il faut toujours penser qu'une pathologie organique, en particulier, évidemment, une pathologie organique douloureuse, peut être responsable de troubles du comportement et donc d'agitation, parce que le trouble du comportement, c'est assez vaste, chez un enfant. Je rappelle au passage que dans les troubles du spectre de l'autisme, plus de 50%, certaines études vont jusqu'à 70% des enfants qui s'agitent, c'est parce qu'ils ont mal, tout simplement. Ils n'ont pas une autre chose, ils ont mal. Et donc, il faut quand même chercher ça. Donc, il faut chercher des signes cliniques et des signes pour comprendre les troubles du comportement. Il faut évaluer un peu un contexte. Ce n'est pas du tout la même chose de s'agiter si on vous excite ou si on vous perturbe que de s'agiter tout seul, ce qui est effectivement extrêmement rare. Ça peut être même un enfant qui joue tout seul, c'est peut-être parce qu'il ne réussit pas à faire ce qu'il devait faire, que du coup, il s'énerve de ne pas réussir, comme chacun, et que donc, à ce moment-là, ce n'est pas sans raison qu'il va s'exciter. Il faut savoir si les gens ont des antécédents, c'est la première fois que ça leur arrive, si c'est fréquent ou pas. C'est un minimum de contexte là aussi, mais c'est important à avoir. C'est la personne, si on s'agite sans aucune raison depuis tout d'un coup une journée, alors que jusqu'à présent on avait toujours été calme et pour de vrai, c'est évidemment pas la même chose. Et rechercher bien sûr l'existence d'une pathologie psychiatrique. Alors, on va d'abord présenter rapidement des mesures qui sont valables dans tous les cas, parce qu'il y a quand même des choses qui sont valables tout le temps. On regardera ensuite personnaliser un peu cette situation, et évidemment, on va personnaliser au cas, en particulier des troubles du spectre de l'autisme, mais ce sera valable pour tout le reste, des troubles du neurodéveloppement. Il ne faut jamais se précipiter sur les médicaments. Moi, j'aime bien les médicaments, je connais bien, mais c'est rarement la première mesure à prendre,
même si c'est souvent et malheureusement la première réponse qu'on apporte, parfois par manque de temps, hein, je le reconnais bien volontiers. Et si jamais on se met à prescrire, il faut connaître les indications, les effets indésirables et peut-être même au-delà, savoir pourquoi on le prescrit, c'est-à-dire qu'est-ce que ça pourrait faire et suivre un peu cette efficacité. Et puis quand on prescrit, il vaut mieux prescrire pour une durée déterminée et réévaluer la situation plutôt que de prescrire un médicament, par exemple, pour très longtemps. Alors, sur le plan des mesures un peu générales, il y en a quelques-unes qui vont vous paraître de bon sens, très bien, mais en même temps, je pense qu'il faut toujours les avoir un peu en tête. Il faut utiliser un langage clair qui peut être compris par la personne selon son niveau de développement. Évidemment, un enfant de 8 ans qui présente un trouble du développement intellectuel, on ne lui parle pas comme à un autre enfant de 8 ans. Il faut être tranquille et c'est vrai que rien n'est pire que l'agitation de soi-même qui ajoute à l'agitation de l'ambiance qu'on a. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est important. Les mouvements doivent être lents. Ce n'est pas la peine de s'agiter physiquement non plus. Il faut essayer de garder un contact oculaire avec le patient et de tenir compte de son contact, de son langage corporel, c'est-à-dire souvent, et c'est vrai que dans les troubles du spectre de l'autisme en particulier, les gens ont des difficultés avec le contact physique, ne pas être trop près d'eux. Alors déjà, si on fait tout ça et qu'on arrive à le faire, hein, eh ben, on y gagne un peu. Il faut effectivement se présenter clairement. Alors bon, bien sûr, vous le faites toujours, hein, mais enfin expliquer, voilà, je suis le docteur Bonneau, je viens vous voir parce que je vais essayer de faire ci, faire ça. C'est là que je suis et je suis à cet endroit-là pour une raison particulière. Il faut rappeler ce qui est l'objectif des soins, qu'est-ce qu'on va chercher à faire. Et il faut informer, c'est très important pour les troubles du spectre de l'autisme, mais également dans le reste des troubles du neurodéveloppement, sur le déroulement. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais d'abord réfléchir, discuter un peu avec toi. Je ne te donne pas tout de suite quelque chose. Je vais essayer de voir. Je vais voir tes parents pour avoir certains éléments de contexte. Je vais discuter avec ton éducateur qui est également présent. Je vais passer un coup de fil pour savoir. Et ensuite, voilà comment les choses vont se dérouler. Tu vas être avec moi une partie du temps, une autre partie du temps, pas vraiment. Je vais te laisser dans un coin, mais ici, il se passera ça, ce sera ça autour de toi. Il faut maintenir une attitude, respectueuse, c'est évident, une écoute, être attentif, reformuler si la personne n'a pas compris et lui laisser la capacité de s'exprimer. Même si c'est pour vous crier dessus, il faut au moins que vous lui laissiez la capacité de s'exprimer. Il faut essayer de faire clarifier au plus, et là, il y a une sorte d'enquête, les facteurs déclenchants. Encore une fois, et vraiment j'insiste sur ce point, c'est très important de voir. On vous dit toujours, il s'est énervé sans raison, il s'est jeté sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il vous a vu passer trop rapidement? Est-ce qu'il était dans une période compliquée pour lui, X ou Y? Est-ce que, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, essayez de trouver des éléments. Et évidemment, vous privilégiez tout ce qu'on appelle les approches qui sont centrées et axées très opératoires sur la résolution des problèmes. Il faut essayer, quand on fait ça, ce n'est pas toujours facile, d'être dans un endroit qui est plutôt calme. Il ne faut peut-être pas faire ça dans la chambre où il y a plein de choses et où il y a du bruit qui passe. Alors dans les services de pédiatrie, c'est parfois compliqué, dans les services de psychiatrie aussi d'une certaine manière, mais bon, il faut quand même privilégier un endroit relativement calme, pas trop lumineux, pas trop agressif sur le plan sensoriel. Vous savez que les troubles du spectre de l'autisme en particulier, il y a parmi les signes des difficultés sur le plan du contact avec ce qui est sensoriel, les bruits, mais ça peut être le toucher, ça peut être même les odeurs. Enfin, donc il faut essayer d'être dans un endroit qui est le plus neutre possible. Il faut, ça c'est un peu du bon sens, mais c'est toujours bien de le rappeler, mettre à distance les objets dangereux. Quand vous voyez quelqu'un est un peu agité, profitez-en sur votre bureau pour déplacer délicatement, sans trop énerver les gens, tout ce qui pourrait être un projectile et qui pourrait éventuellement se retrouver à être lancé sur vous. Il faut, alors, soit éloigner les accompagnateurs, l'éducateur ou autre, selon soit les faire venir en fonction un peu du contexte. S'il s'est agité avec une personne, avec ses parents, ça paraît logique, évidemment, de les mettre un peu à part un certain temps, le temps de les faire revenir. S'assurer quand même que la personne a à manger, à boire, si elle a soif. Vous savez, quand on s'excite, souvent on a chaud et donc on a soif. Donc proposer un verre d'eau, ce n'est pas simplement être sympa, c'est peut-être aussi permettre que la personne, d'un point de vue strictement de son bien-être, puisse avoir un certain nombre, il peut avoir envie d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit.
Ça, ce n'est pas grand-chose, mais c'est important. Toujours donc clarifier les facteurs déclenchants, les distracteurs, jouets ou distracteurs sensoriels. Alors, au-delà de ne pas avoir d'objet qu'on va vous jeter dessus, ce n'est pas la peine d'avoir, je ne sais pas, un jouet qui fait du bruit sur votre bureau qui va le distraire pendant que vous êtes en train de bavarder un peu avec lui. Ensuite, il va falloir effectivement anticiper un certain nombre de choses que vous avez de leur avoir à faire. Donc, toutes ces mesures de désescalade là qu'on vient de mettre un peu sont importantes. Et puis, si vous êtes en train de penser à éventuellement un traitement, il va falloir trouver un moment pour, alors si vous êtes dans un lieu où il y a une infirmière ou sinon vous, préparer un peu le traitement, prévoir. C'est-à-dire au moment où vous allez faire les choses, ce n'est pas le moment où vous allez mettre, si c'est un traitement en IM, alors il faut prendre la seringue, tout ça. Il faut peut-être l'avoir préparé un peu à l'avance de manière à ne pas vous trouver débordé par la situation. C'est-à-dire, en fait, tout ça, c'est de l'anticipation. C'est toujours utile. Alors, en cabinet, c'est parfois compliqué, mais ça dépend, si on est dans un cabinet de groupe ou quoi que ce soit, de solliciter d'autres professionnels, ne serait-ce que parce que quand quelqu'un est agité, en règle générale, sauf quand il est complètement délirant, il perçoit quand même un peu le contexte autour de lui et que si vous êtes nombreux, ça apaise tout le monde. J'avais un vieux prof, quand j'étais interne, qui disait « plus on est nombreux, plus c'est calme ». Et c'est vrai que ça marche toujours comme ça. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de monde, alors pas non plus trop de monde, que ça fasse une agitation, ça permet de diminuer un peu les choses. Il faut discuter, c'est un problème délicat dans la société qui est la nôtre et en règle générale pour des problèmes éthiques et voire même moraux, de la question des contentions physiques en cas d'aggravation. C'est toujours un extrême que de contenir physiquement quelqu'un. Moi, j'ai participé à plusieurs groupes de parole avec des patients qui ont été contenus. C'est un traumatisme majeur d'avoir été contenu physiquement. Donc, il faut vraiment y aller au tout dernier moment, quand vraiment il n'y a plus aucune autre option. Et en fait, normalement, ça devrait être extrêmement rare. Vous savez que maintenant, c'est très encadré également. Vous ne pouvez pas contenir quelqu'un d'abord, vous ne pouvez pas contenir quelqu'un durablement et vous avez un certain nombre de protocoles à suivre. Et ça, c'est vraiment important. Alors, pour les troubles du spectre de l'autisme, il y a évidemment des choses un peu à tenir en compte, à prendre en compte. D'abord, ils peuvent avoir des difficultés de communication, soit l'expression est difficile, et dans tous les cas, ça veut dire que leurs besoins et leurs inquiétudes peuvent être difficilement exprimés. Et donc, il va falloir que vous trouviez le moyen, alors avec l'entourage ou avec une façon de leur parler, pour pouvoir éventuellement apaiser un peu et surtout comprendre exactement de quoi ils retournent. Et évidemment, c'est un facteur plus compliqué qu'avec quelqu'un qui a un langage élaboré et qui a des capacités relationnelles qui sont de bonne qualité. Si ce n'est pas le cas, évidemment, là, ce sera peut-être rarement le cas, eh bien, évidemment, ça vous complique la tâche, mais il faut prendre ça en compte. Par ailleurs, c'est vrai qu'il faut essayer de s'entourer, et si on ne l'est pas soi-même, de professionnels qui sont habitués, parce qu'on est souvent moins à l'aise et plus en difficulté avec ces patients si on les voit moins, si on ne comprend pas et si on ne connaît pas leur type de fonctionnement. Il faut avoir en tête toujours que les personnes avec TSA ont souvent un besoin d'activités très routinières, très habituelles, et que la moindre perturbation de ces routines peut être un élément déclenchant d'une forme. Alors, ce qui vous paraît à vous quelque chose de relativement anodin, peut être pour l'individu un grand changement ou un changement majeur. Les difficultés d'intégration sensorielle, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, sont particulièrement importantes, même si pour nous, elles peuvent passer inaperçues ou ne pas être, mais évidemment, le son d'un bip aux urgences ou n'importe quoi peut être quelque chose d'un petit peu perturbant. Voilà. Donc là, on revient sur la question du calme, de mettre à distance un certain nombre de choses. Voilà. Il faut effectivement, si vous êtes en équipe à ce moment-là ou aux urgences, en parler, évoquer un peu, expliquer qu'il y a une situation particulière ou autre pour que personne s'affole et pareil, augmente l'agitation auprès du patient et rester bien en contact avec l'individu le plus souvent, y compris de manière un peu oculaire. Alors, parmi les stratégies de désescalade qu'on peut utiliser chez les enfants autistes, il y a, on va tenir compte des aspects physiques et autres, il y a tout ce qui est de la communication qui peut vous aider, et c'est tous les moyens de communication alternatifs, notamment les pictogrammes. On peut avoir des petites choses pour expliquer, pour montrer, pour permettre à une personne de mieux comprendre ce que vous êtes en train de faire et éventuellement même
Vous savez qu'il existe un certain nombre de documents, par exemple faits par PIFAM ou qui sont dans les groupes Barclay ou autres, sur la façon dont on va prendre en charge les agitations. Et ces documents peuvent être distribués, sont parfois téléchargeables sur des sites. Le site de notre service en dispose d'un certain nombre qui peuvent permettre aux parents, quand ils repartent à la maison, ou l'éducateur, de repartir avec un peu quelque chose. L'idée, c'est toujours ça. Il faut éventuellement aussi, vous savez que ces individus avec TSA peuvent être très attachés, c'est le cas de beaucoup d'enfants d'ailleurs, hein, mais peuvent être quand même très attachés à des objets personnels. Et donc, effectivement, il est mieux, si la situation va un peu durer, de, je sais pas, demander à quelqu'un de ramener du domicile un petit objet familier, la vidéo qu'il regarde en boucle un peu en permanence, n'importe quoi, tout ce qui va pouvoir réduire un peu la question du stress, parce que c'est important. Et puis, expliquer toujours et toujours à un enfant l'environnement dans lequel il est et ce qu'il fait. Ça, c'est des stratégies un peu de désescalade. Alors après, la question que vous vous posez, et une fois qu'on a fait tout ça, et encore une fois, même si ça paraît de bon sens, même si ça vous paraît un peu des généralités, c'est quand même des éléments importants. Et quand on est dans une situation d'agitation, en réalité, on est toujours dans une situation d'urgence. Et quand on est dans une situation d'urgence, on pense un peu moins bien, on pense un peu moins précisément. Et on oublie de faire un peu tout ça, cette forme un peu de checklist. Donc, vous pouvez éventuellement envisager un traitement médicamenteux dont l'objectif va être évidemment très en rapport avec la raison pour laquelle l'enfant s'agite. Ça ne va pas être du tout n'importe quoi. Votre objectif, c'est d'obtenir un peu d'apaisement, mais vous ne pouvez pas donner n'importe quel traitement en disant « bon, moi j'ai l'habitude d'utiliser par exemple du tertian, que je trouve être un médicament qu'il ne faut plus utiliser, en disant « oui, bon, moi je vais utiliser du tertian parce que j'utilise ça, c'est mon truc un peu chapeau pour toutes les agitations ». Non, éventuellement si la personne est anxieuse, et encore il y a d'autres options, mais ça n'a pas de sens. Alors, les usages au niveau thérapeutique sont extrêmement variables sur la planète, dans les régions et en fonction de la formation des gens. C'est tout simple. En général, on utilise les produits auxquels on est habitué, même s'ils ne sont pas toujours très scientifiquement prouvés. Il n'y en a pas beaucoup en cas d'agitation, hein. Et même si on ne tient pas compte des différents types de populations. On sait quand même, c'est une population particulière, que par exemple, pour ce qui concerne les antipsychotiques, les enfants avec troubles du spectre de l'autisme réagissent moins bien aux antipsychotiques, tant sur le plan de l'efficacité que sur le plan des effets indésirables, que le reste de la population. Et c'est valable pour l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Donc, évidemment, c'est quand même un problème en soi. Alors, donc j'ai dit que j'avais une place limitée. Il faudra toujours essayer de préserver, de privilégier un traitement péros, même s'il faut pouvoir se mettre en ordre de marche pour être efficace et prescrire éventuellement un médicament en IM ou en solution buvable. Mais on va privilégier quand même le péros en comprimé ou autre, non, je veux dire en IM ou bref, l'autre moyen, le mot m'échappe. On va préférer toujours une demi-dose et puis éventuellement rajouter, si ce n'est pas efficace, on pourra rajouter une dose plutôt qu'une dose habituelle s'il a un traitement habituel. S'il n'en a pas, on peut discuter. Et évidemment, on va faire attention, en fonction à la fois de la littérature et des AMM, de ne pas dépasser les doses maximales tolérées par jour, parce que souvent, on peut être dans une espèce d'escalade et se retrouver un peu coincé. Alors, comment on va choisir la pilule ? Si effectivement, il y a une raison particulière ou il y a un facteur étiologique, et je reviens sur la question de la douleur, on va peut-être privilégier un traitement antalgique à un traitement, on va dire, calmant ou apaisant, si la question, c'est une douleur. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Si quelqu'un a mal et qu'il s'agite, il faut peut-être mieux traiter sa douleur et puis qu'il ait moins mal, plutôt que… Donc, parfois, simplement un traitement par Doliprane peut être plus efficace qu'un traitement, encore une fois, par tertian. Est-ce que, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que, si c'est une histoire qui s'est déjà produit, il a un traitement habituel qu'il est prescrit en cas d'agitation? Qu'est-ce qu'on lui prescrit habituellement et qu'est-ce qui a l'air de fonctionner? À ce moment-là, c'est là où on est dans l'histoire de la demi-dose ou autre. Est-ce que le patient va accepter un traitement péros? Il va falloir poser cette question et évaluer cette situation pour savoir si éventuellement le traitement, idéalement, il est plutôt péros ou il va falloir passer à un traitement qui sera injecté.
Et est-ce qu'il y a un contexte particulier, donc le contexte de troubles du spectre de l'autisme, bien sûr, ou quand même une pathologie psychiatrique, une dépression comme on l'a vu, ou un trouble anxieux. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, du coup, on revient un peu au petit tableau qu'on avait précédemment. Je vous le fais vraiment très rapidement. On n'a pas… Alors, je rappelle quand même, parce que c'est toujours utile, la dépression, en général, quand même, en dehors, oubliez cette histoire de trouble du neurodéveloppement, la dépression, c'est quand même la cause majeure, principale, épidémiologique de toutes les agitations de tous les enfants et de tous les adolescents. Parce que, épidémiologiquement, les gens sont bien plus déprimés que n'importe quoi d'autre. Et que, en plus, cliniquement, on le sait, les gens qui sont déprimés, quand ils sont enfants et adolescents, ils ont une expression comportementale de leur dépression bien plus que chez les adultes. Donc, quand même, ça vaut vraiment le coup d'utiliser un traitement adapté pour ça. Les traitements adaptés pour ça sont en général des benzos. Ne venez pas m'embêter avec cette histoire d'effet paradoxal, on pourra en discuter à l'infini. Mais en tout cas, éventuellement des benzos et éventuellement, si jamais il y a effectivement un trouble anxieux très important, un traitement antidépresseur. Je rappelle que les antidépresseurs sont des formidables anxiolytiques avant d'être des antidépresseurs pour de vrai. S'il y a des signes psychotiques, là, on peut envisager les traitements, évidemment, par antipsychotiques, et on regardera après un peu lesquels. Pour le sevrage, je vous le passe. Pour les aspects autres, dans les cas de TSA, on évite les benzos. D'accord, parce que là, pour le coup, il y a vraiment cet effet de désinhibition, qui ne s'appelle pas comme ça, qui est un effet d'activation. On l'appelle l'effet d'activation, l'irritabilité qui peut être liée. Et en tout cas, on ne les mettra pas en IM. On peut éventuellement les mettre en péros. On augmente les doses du traitement habituel, s'il a un traitement habituel, et on peut utiliser l'hydroxyzine, qui est moins efficace, mais enfin bon, qui marche bien, un anti-H1, la risperidone, que vous utilisez un peu largement. Vous voyez que je n'ai volontairement pas mis le tertian, qui n'a aucune indication dans cette population-là. Éventuellement, d'autres antipsychotiques qui peuvent être donnés en IM, notamment la chlorpromazine et même le olanzapine, qui marche vraiment bien, ou un traitement qui est très utilisé à l'étranger, qui fait partie de la plupart des recommandations internationales, qui est la clonidine, le catapressant, qui, comme vous le savez, est un antihypertenseur, mais qui est un antihypertenseur d'action centrale, qui agit sur le système sympathique et qui, de fait, est un anxiolytique extrêmement puissant également. Et donc, vraiment, ça fonctionne bien. Quand on ne sait pas du tout ce que peut avoir une personne, on va privilégier effectivement souvent, en première intention, la Tarax en général, hydroxyzine, éventuellement un antipsychotique. Là, je vous fais apparaître la siaménazine, donc le tertian si vous voulez, mais moi, je n'utilise jamais. Et le olanzapine, la risperidone, la kétiapine, la chlorpromazine, sans aucune difficulté. D'accord? Et éventuellement, plus loin, vous pouvez y aller, là aussi en IM ou en péros. Les délais d'action sont importants parce que l'intérêt de l'IM ou de l'IV, c'était le mot que je cherchais, l'intérêt de l'IM ou de l'IV, c'est le délai d'action. Et comme vous le voyez, un certain nombre de produits antipsychotiques en particulier, le Zyprexa, l'Aldol, le Loxapac d'une certaine manière, mais surtout le Nosinant, et même le Largactil, agissent très rapidement, d'accord, bien plus rapidement que les benzos d'une certaine façon, dans cette indication-là. Et donc, ils ont une indication dans le cas vraiment d'une urgence et de la rapidité avec laquelle on doit donner. Il y a des indications sur les doses. Donc, les médicaments, je l'ai dit. On va éviter les benzos, les anticholinergiques, on peut dire. Voilà, j'agite un peu là-dessus, ce n'est pas la peine. Les traitements, là, c'est pour les traitements qui sont en péros. Vous en avez ici toute une petite série avec à la fois leurs effets. Vous voyez que péros, c'est quand même plus lent. Le Largactil est assez rapide. Moi, je l'aime bien personnellement. C'est un antipsychotique un peu ancien, mais qui marche toujours bien. C'est que c'est le premier qui est sorti. Hein. Et donc, il faudra surveiller l'hypotension et l'allongement du QT. Surtout l'hypotension, parce qu'en cas d'agitation, vous allez avoir du mal à faire un électrocardiogramme, qui n'est pas obligatoire, recommandé, mais pas obligatoire. On peut s'en passer, c'est une question d'urgence et de doser. Mais c'est un des médicaments qui est le plus rapide parmi les produits. Vous savez que le tertian est pas… bon, sa rapidité n'a pas été vraiment totalement évaluée. Il y en a d'autres. La risperidone, vous voyez, et la kétiapine, qu'on oublie un peu, qui est un produit qui lui aussi peut agir suffisamment rapidement. Alors,
Il y a, je le mettrai à la fin, mais il existe un site qui a été fait par la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent sur laquelle cette question des agitations en général et pour les troubles du spectre autistique a été traitée. Ce site, je vous en donnerai le nom dans la dernière diapo. Et peut-être juste avant de raccrocher, si on peut dire, on a une étude justement sur l'agitation, sur l'irritabilité chez les enfants autistes qui commence. Elle commence aujourd'hui, enfin elle a commencé en début de semaine, où on teste un médicament qui est un médicament un peu particulier, qui est un agoniste inverse sérotoninergique, qui a priori serait plutôt bien toléré. J'ai mis le mail en bas de la personne qui s'en occupe chez nous et que vous pouvez contacter si vous pensez avoir un patient qui peut être inclus. En gros, c'est une étude assez simple. C'est des individus entre 5 et 17 ans. Ce n'est pas 7 ans, 5 à 17 ans. J'ai fait une erreur dans ce que j'ai écrit, donc 5 à 17 ans. Sans traitement ou avec un traitement qui a été mal toléré. Alors, s'ils avaient un traitement qui n'a pas fonctionné, on ne peut pas les inclure dans cette étude. S'ils avaient un traitement qui fonctionnait un peu, mais qui a été mal toléré, oui, et en général plutôt sans traitement, il y en a quand même, qui présentent une irritabilité importante et une agitation importante. Ça permet d'avoir, alors je vous dis que c'est l'avantage de cette étude, c'est pour ça qu'on fait parfois des études avec l'industrie pharma, c'est que ça nous permet éventuellement d'avoir une ADI qui est faite. Vous savez que ce n'est pas facile, ça prend du temps de faire une ADI, et il se trouve que là, du coup, on a des moyens, ce qu'on appelle des surcoûts, qui nous permettent de faire une ADI. Je vous passe les détails de l'étude, mais en gros, c'est une étude où les gens sont 6 semaines dans quelque chose où ils ont à la fois d'un côté le traitement, donc la pimacenverine à petite dose ou à grande dose, ou pas le traitement. Et ensuite, il y a une étude de suivi de 50 semaines pendant lesquelles ils bénéficieront de toute façon du traitement. D'accord? Donc, c'est quand même une raison, enfin, un motif, parce que le fait d'être sous placebo, parfois, ça n'encourage pas énormément les gens. Et vous pouvez contacter Annabelle Rivalan, qui, dans le service, est attachée de recherche clinique et s'occupe de ça. Voilà, je ne vous ai pas d'ailleurs donné, mais je vais le mettre dans le chat, l'adresse du site de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui permet d'avoir toutes les informations et c'est un site d'aide à la prescription. Et j'essaie d'avoir tenu un peu le temps et je vous remercie de votre attention. Je vais essayer d'arrêter le partage. Alors, je pense qu'il y a peut-être des questions. Je vais d'abord écrire, moi je peux écrire à tout le monde ou pas? Oui, à tout le monde, pour vous donner le site. Et puis, je vais essayer de lire les questions, mais peut-être, Pascal, tu peux regarder s'il y avait des questions importantes. C'est quoi l'ADI? C'est une question. L'ADI, c'est l'autisme diagnostic interview, c'est l'examen qui permet de faire le diagnostic, c'est le gold standard du diagnostic de l'autisme. Merci. Et alors, il y avait une question aussi, pourquoi, je vais être un peu brutal, cette haine du tertian, c'est quoi ce problème du tertian? Alors, je n'ai pas une haine du tertian. Le tertian Non. est un piètre antipsychotique. Non, mais c'est vrai que c'est un piètre antipsychotique qui est un traitement qui a énormément d'effets indésirables et qui a une efficacité qui est extrêmement peu prouvée. C'est un médicament qui, il faut le dire, a été développé en France et qui n'est distribué dans aucun autre pays du monde. Donc, tous les autres font 100. Donc, on doit pouvoir. Donc, je n'ai pas une haine du tertian, mais simplement, c'est vrai que c'est un traitement qui est très mal toléré, qui est finalement peu efficace, qui s'est vendu comme un anxiolytique de manière un peu comme ça derrière, par un marketing très efficace et qui, au fond, maintenant a envahi tout le marché parce que c'est facile et qu'il a effectivement une AMM, qu'il a obtenue je ne sais trop comment. Et donc, voilà. Il y a une question sur les AMM. Donc, le site de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent est assez clair sur le sujet. Comme en pédiatrie, 50 à 60% des prescriptions sont hors AMM. C'est normal. Pour quelle raison? Parce que les marchés pour l'enfant sont trop petits et donc les laboratoires ne demandent pas d'AMM. Mais on n'est pas tenu par les AMM, je vous le rappelle. On peut prescrire hors AMM à partir du moment où on a des éléments de littérature médicale, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout lu, mais qui sont référencés en particulier dans le site d'aide à la prescription. Donc du coup, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Existe-t-il des moyens permettant à l'enfant TSA d'identifier l'expression, par exemple, affective de la personne qui cherche à communiquer, les moyens numériques d'identification? Ou ça, c'est une question. Oui, on peut utiliser. Il y a maintenant des. Alors, en urgence, c'est assez compliqué d'utiliser ces moyens numériques qui sont, au fond, chargés à la fois d'aider à identifier les expressions, mais surtout à travailler la reconnaissance des expressions faciales. Et donc, du coup, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué à utiliser en urgence.
il n'est pas impossible qu'il puisse y avoir à un moment donné, mais là je ne connais pas, quelque chose qui pourrait s'utiliser en urgence numérique. Et voilà, j'ai répondu à la question sur ne plus utiliser de tertian. En tout cas, moi, c'est ce que je promeus. Voilà. Aussi, santé, lorsque je parle de diagnostic, voilà. Concernant les dossiers, ça c'est bon. Je pense avoir répondu à peu près, mais non remboursement s'il y aura MM, c'est une réalité, oui, c'est vrai. Alors souvent, le Largactil, ça ne vaut rien, hein, par exemple. Donc c'est un argument parce que ça ne vaut pas 0 €, mais enfin, c'est vraiment pas cher. Mais effectivement, c'est une réalité que je regrette profondément. Parce qu'évidemment, ça nous empêche beaucoup en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et en pédiatrie, parce que vous êtes embêtés. Et du coup, les quelques laboratoires qui ont été malins et qui ont demandé des AMM un peu chapeau, je pense à la risperidone, qui a un AMM chapeau pour aller tous les troubles du comportement chez les enfants qui ont un trouble du développement intellectuel, sont plus largement prescrits, alors même que ce n'est pas forcément les plus efficaces. Oui, le méthylphénidate pourrait avoir sa place dans le cas d'une agitation d'un TSA s'il y a un TDAH associé, c'est-à-dire au fond des troubles de l'attention, une impulsivité, parce qu'on aurait pu faire un peu de sémiologie encore plus fine, hein, parce que l'agitation, c'est l'irritabilité, ce n'est pas la même chose que l'impulsivité, qui n'est même pas la même chose que l'agressivité, qui n'est même pas la même chose que l'agitation en elle-même. Le problème de trouble du comportement, c'est que c'est un truc super chapeau. Donc, si on a des signes d'impulsivité, des signes de distractibilité, des signes de troubles de l'attention, le méthylphénidate est une bonne idée pour essayer en tout cas. Et l'intérêt du méthylphénidate, c'est qu'il est bien étudié et que son efficacité peut être jugée sur quelques jours, voire 1 ou 2 semaines, ce qui est quand même pas mal et qui nous évite de nous embarquer dans des traitements qui marcheraient éventuellement pas. Voilà, c'était un peu condensé, hein, j'ai parlé vite, j'en suis navré. Normalement, vous retrouvez de toute façon ce webinaire sur le site du CRA en accès direct. Voilà. Nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps, peut-être précisé, mais j'ai oublié la date, j'ai beaucoup parlé. Alors, la Le prochaine, prochain oui, bien, webinaire. les 2 prochains, le 30 mars, jeudi 30 mars pour le prochain, et avant l'été prochain, il y a le 22 juin. Le 30 mars, c'est Olivier qui pourra en parler mieux, c'est les troubles du sommeil, puisque c'est lui qui va coordonner cela. Et celui du 22 juin, c'est sur la socialisation, c'est-à-dire quelque part par rapport à nos plateformes, c'est l'enfant qui arrive à l'école et comment ça peut être révélateur d'eux. Voilà. Le 30 mars, on aura effectivement le plaisir d'accueillir Carmen Schröder, qui est professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Strasbourg et qui est quand même la spécialiste française et une des spécialistes européennes de la question des troubles du sommeil dans les troubles du spectre de l'autisme. Le 22 mars, ce sera le docteur Élise Riquin, qui est un pédopsychiatre à Angers, qui parlera. Il y aura 2 plateformes de présenter. A priori, je ne peux pas m'engager, mais a priori, les 2 autres plateformes à venir, l'une pour le mois de mars et l'autre pour le mois de juin, ce sera l'une la 53 et l'autre, ce sera Nantes, Oscar, si possible. Tout à fait.